Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Iseut Sicard, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini. Après une série consacrée au rapport entre pouvoir et économie, c'est la question du logement au cœur des fractures sociales françaises qui va nous intéresser aujourd'hui. Depuis 50 ans, la part du logement dans les dépenses des ménages n'a cessé d'augmenter, les prix de l'immobilier n'en finissant plus de grimper, même si cette progression nationale cache de larges disparités régionales. En octobre dernier, la loi Élan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, visait précisément à provoquer un choc de l'offre afin de faire baisser les prix. Et pour certains observateurs, elle actait un certain désengagement de l'État vis-à-vis de la question du logement. Question qui figure cependant au menu du grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Et si la crise du pouvoir d'achat était d'abord une crise du logement? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des nouveaux défis du logement en France en compagnie de Stéphane Dauphin, Richard Liogier et Pierre Madec. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Dany Lang nous présente l'anti-manuel d'économie de Bernard Maris, l'économiste et chroniqueur tué il y a 4 ans dans les locaux de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Stéphane Dauphin. Bonjour. Vous êtes directeur général de Paris Habitat et ancien directeur général de Nantes Métropole Habitat. À vos côtés, Richard Liogier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député à La République En Marche de la Moselle et co-rapporteur de la loi Élan. Et enfin, Pierre Madec, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et auteur avec Jean-Claude Drian des crises du logement, paru cette année aux presses universitaires de France. Du mieux, il y en a à l'échelle des 30-40 ans sur la qualité et la taille des logements par famille. Par contre, on avait vu une accélération de l'exclusion par le logement depuis une quinzaine d'années. Les années 2000, par exemple, ont vu augmenter le coût du logement, les prix des loyers, les prix des logements à la vente, le coût des charges, qui font que, parallèlement, alors qu'on a une fragilisation des ressources de ménages qui, même en travaillant, ont des petites ressources, les travailleurs pauvres, des périodes de stage pour les jeunes, des périodes d'intérim. Et donc, ce double phénomène de précarisation des ressources d'un côté depuis une quinzaine, vingtaine d'années, et de l'autre d'augmentation des coûts du logement, a créé des fragilités pour des personnes qui auparavant étaient épargnées par les phénomènes de mal logement. Mais, vous savez, il suffit de demander autour de vous des gens qui vont vouloir se loger, aller à Marseille, à Bordeaux, à Paris. Ils vont se confronter au marché même avec leur salaire. Quand c'est un petit salaire, ils vont dire mais je peux pas me loger dans ces conditions. Exact. Donc ils vont s'éloigner ou ils vont se rabattre vers des solutions indignes. Et donc c'est un sujet que la puissance publique n'a pas pris à sa juste mesure en termes de dégâts que cela provoque. On entendait Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, la fondation qui estime que 4 millions de personnes sont aujourd'hui mal logées en France. Et le 5 novembre dernier, 2 immeubles du centre-ville de Marseille se sont effondrés, provoquant la mort de 8 personnes. Pourtant, la question du logement a été finalement assez peu présente dans les revendications des Gilets jaunes, alors même qu'elle est intimement liée à celle du transport. Comment le comprendre, Pierre Madec? Est-ce que vous partagez déjà ce point de vue ? Oui, je partage totalement le point de vue de Christophe Robert. Ce qui est intéressant, c'est en effet de regarder la déconnexion entre les enquêtes, par exemple, de satisfaction qu'on peut faire auprès des ménages en leur demandant est-ce que vos conditions de logement sont correctes. Une très large majorité de Français, presque 90% des Français, se déclarent satisfaits de leurs conditions de logement. Et même des gens qui sont dans des conditions d'insalubrité, de taux d'effort, c'est-à-dire de part affectée du revenu au logement très élevé, vont dire en réalité, ce qu'ils disent, c'est en réalité, il y a pire que moi. Il y a des gens à la rue, il y a des gens qui sont hébergés dans des centres d'hébergement d'urgence. Et donc, ils ont tendance à se déclarer plutôt satisfaits. Mais il faut acter le fait que un certain nombre de situations qui sont pas des situations de sans-abrisme, d'exclusion vis-à-vis du logement, mais qui sont des situations vécues par des ménages qui ont un logement qui peut ne pas être insalubre, mais qui ont des taux d'effort très élevés, c'est pas normal de dépenser 40% de son revenu pour se loger. Donc il faut
aussi dire à ces gens-là que non, leurs conditions de logement sont pas acceptables et leur proposer un certain nombre de solutions pour en sortir. Vous partagez cette idée, Stéphane Dauphin, selon laquelle cette idée d'une crise du logement n'a finalement pas été si présente que ça dans les mouvements des Gilets jaunes qu'on a vus ces dernières semaines? Effectivement, ce qu'on a pu entendre sur les ronds-points et ailleurs tournait plutôt autour des questions fiscales, plus particulièrement, mais il est vrai que ça a été rappelé que le logement, c'est évidemment la première part du budget des Français, du budget du mois, et donc avec derrière des questions des taux d'effort, des questions de reste à vivre, la question des APL, et une pression qu'on connaît en tant que bailleur avec une demande du logement social, donc de logement à loyer abordable ou modeste qui ne fléchit pas, loin de là. Est-ce que cette présence relative des revendications autour du logement chez les Gilets jaunes, c'est lié à cette rupture, selon vous, Richard Liogier, entre d'un côté des grandes métropoles où la situation est très tendue et une France plus périphérique, plus rurale, où il n'y a pas ces problèmes de logement de la même façon? Oui, il y a aussi des problèmes de logement dans la France périphérique. Je crois que, on pourrait expliquer ça d'un point de vue sociologique, du fait que les gens sont prêts à beaucoup sacrifier et à beaucoup donner pour un logement. Et du coup, ça leur paraît, comme vous disiez tout à l'heure, presque naturel, quoi. Mais les questions du pouvoir d'achat, qui sont à la base du mouvement actuel, sont effectivement complètement corrélées à cette question du logement, avec une distinction qu'il faut faire, effectivement, on y viendra peut-être, entre ce qu'on appelle les zones tendues et les zones détendues, et la relégation, effectivement, d'un certain nombre de populations fragiles très loin des villes. Eh bien, allons-y tout de suite. Quelle est la différence, Pierre Madec, entre ces zones tendues et ces zones détendues? Quel est le bilan, le panorama qu'on peut faire à l'heure actuelle? Alors, il y a évidemment en effet une déconnexion en termes de prix immobilier, par exemple, de loyer, entre les villes, les grosses villes françaises, les grosses agglomérations et les zones qu'on a tendance à appeler détendues. Mais il faut bien être au clair que dans ces zones détendues, il y a une autre problématique qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que il y a toute la problématique du logement dégradé, du besoin de rénovation énergétique d'un certain nombre de logements. Et puis il y a aussi la problématique patrimoniale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent à payer par exemple des mensualités d'emprunt parce qu'ils ont acheté dans des zones qui pensaient être des zones dynamiques, qui en fait voient la valeur de leur patrimoine net se réduire. Et donc ils payent tous les mois un emprunt et ils voient à côté les prix immobiliers qui s'effondrent et donc ils s'appauvrissent. Et donc dans le sentiment d'injustice ou d'appauvrissement un peu généralisé qui a pu émerger ces dernières semaines, il y a aussi ça, c'est-à-dire il y a aussi le côté on nous abandonne, il y a un certain nombre de territoires en France qui sont plus suffisamment attractifs. Alors on supprime un certain nombre de services publics, mais ça se traduit aussi par une baisse des prix immobiliers dans certaines zones. On pourrait dire c'est bien quand les prix immobiliers baissent, mais quand il y a des gens qui se sont endettés pour acheter des logements dans des zones immobilières qui ont tendance à dépérir, ça pose un certain nombre de problématiques. On voit qu'on fait face à de très importantes disparités. Est-ce que vous diriez que les formes que prend la crise actuelle aujourd'hui, Stéphane Dauphin, elles sont différentes par rapport aux crises du logement qu'on a pu connaître dans les années 50 ou dans les années 70? Ouais, effectivement, si on fait un peu d'histoire, elles sont différentes. Dans les années 50, on était dans l'après-guerre, dans le plan million, dans la reconstruction, dans aussi l'exode rural, l'accueil de main-d'œuvre étrangère pour la réindustrialisation de la France. Donc il fallait construire vite, pas toujours très bien, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est des patrimoines qui pèsent beaucoup sur les bailleurs sociaux en termes de démolition ou de rénovation. Là on est dans des crises, on est dans une crise différente avec le regard du bailleur social, à la fois avec une crise économique qui a rendu des populations de plus en plus précaires, avec une difficulté à des retours stables vers l'emploi, et en plus, en contrepoids qui a accentué ce mouvement, des prix de l'immobilier libre, et notamment sur le marché locatif, qui s'envolent dans les grandes agglomérations, et donc la conjonction des deux fait qu'il y a une vraie tension sur les marchés, et ce qu'on entend sur les marchés détendus, on le retrouve également dans la demande de logement social et de la pression qui pèse sur les bailleurs sociaux. Et alors, à quoi est due cette hausse des prix de l'immobilier? Est-ce que c'est seulement un déséquilibre entre l'offre et la demande, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, Richard Liogier? Alors, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, le prix du foncier qui intervient très fort, et particulièrement dans les zones tendues. Quand on prend des exemples comme Paris aujourd'hui, c'est un vrai défi pour un bailleur social de construire des logements, et c'est malheureusement effectivement extrêmement compliqué
compliqué, si ce n'est à engager énormément d'argent public pour effectivement pallier ce qu'il faut faire sans doute un certain nombre de disparités, surtout sur les grandes villes, ça c'est tout à fait clair. Et puis ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, on est plutôt confronté à une paupérisation, et donc effectivement, et ce qui est aussi quelque chose qu'on a essayé de pallier, puisque très récemment au PLF, on a mis en place un dispositif qui s'appelle de Normandie dans l'ancien, qui permet la rénovation. Le projet de loi de finances. Oui, voilà, c'est ça, de logements dans l'ancien, avec un dispositif proche de ce qu'on appelle le Pinel. Donc il y a effectivement aussi, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui pallient, alors peut-être pas à tout, mais progressivement moi j'ai plutôt un chiffre autour de 7 millions de mal logés. Vous voyez que c'est encore plus que ce qui a été dit tout à l'heure. Alors justement, entrons un petit peu dans le détail des mesures qui peuvent être prises pour faire face à ces différentes crises du logement que l'on vient de détailler. Richard Luegier, la loi Elan, dont vous êtes le co-rapporteur, visait à augmenter massivement donc l'offre de logements neufs ou réhabilités. L'objectif affiché, c'était donc de construire plus, mieux et moins cher. Alors de quelle façon? C'est passé par un certain nombre de mesures réglementaires et fiscales notamment? Voilà, il y a énormément la loi Elan est arrivée avec 60 articles, elle est ressortie avec 230. Donc au passage, je peux dire que le Parlement a travaillé et le Sénat aussi. On nous accuse souvent d'être des bénis oui-oui du gouvernement. Il y a eu un travail énorme avec une concertation, avec les sénateurs et avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Donc cette loi, elle vise... Vous l'avez dit tout à l'heure, le N, c'est numérique, donc il y a toutes ces parties numériques qui sont très importantes. Je vais passer très vite là-dessus, mais sur la libération du foncier, il demande à l'État de libérer plus facilement son foncier pour justement pouvoir construire plus rapidement, et puis aussi alléger un certain nombre de normes, de mettre en place un certain nombre d'expérimentations possibles aussi. Et puis il y a toute cette partie, c'est-à-dire les titres 2 et 4, les titres 2 et 3, pardon, sur les bailleurs sociaux et sur les demandes qu'on leur fait. On y viendra peut-être tout à l'heure. On va y revenir en effet, mais alors à l'heure actuelle, on construit chaque année en moyenne 1% du stock de logements existants. Et ce choc de l'offre, c'est une idée déjà ancienne. On avait déjà entendu cette rhétorique, par exemple dans le programme de Nicolas Sarkozy en 2012. Mais est-ce que cela permet vraiment de faire baisser les prix? C'est un petit peu toute la question, Pierre Madec. Alors ce que dit la théorie économique, c'est que non. Pas tellement, enfin pas au niveau des prix auxquels on est aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'élasticité prix, vous construisez 1% de combien baissent les prix immobiliers, il n'y a pas d'études territoriales fines qui existent, mais en tout cas il y a des comparaisons internationales qui montrent que on est aux alentours de 1 à 5, donc c'est-à-dire vous construisez 1% de plus, vous faites baisser les prix de 1,5%. On voit bien que compte tenu du niveau des prix atteints dans un certain nombre de zones du territoire français, on est loin d'une solution, en tout cas durable. Évidemment, il faut construire, mais il faut surtout construire moins cher. C'est l'un des objectifs de la loi Elan. Alors, construire moins cher, ça veut pas construire moins bien. Donc, il faut quand même faire attention aussi. On reviendra peut-être sur le retour sur certaines normes, et notamment les normes d'accessibilité. Mais ce qui est important de souligner, c'est que dans les crises du logement et dans les causes de la hausse des prix, la principale cause, c'est la crise de la mobilité résidentielle. C'est-à-dire les ménages ne bougent plus. Et alors comment on explique justement cette crise de la mobilité résidentielle? Quel que soit le statut d'occupation, ce qu'on observe, c'est que les ménages arrêtent de bouger. J'en profite d'avoir le co-rapporteur de la loi Elan pour souligner la belle qualité de l'exposé des motifs de la loi Elan. J'ai pas mal de critiques sur la loi en elle-même, mais l'exposé des motifs, en tout cas, pose très bien le débat et souligne notamment cet aspect-là, c'est-à-dire que les propriétaires, il y a un certain nombre de freins à la mobilité des propriétaires, c'est des freins principalement liés à la fiscalité immobilière, on y reviendra peut-être, mais on a une fiscalité immobilière en France qui est à la fois très importante et qui dysfonctionne, qui est assez déconnectée des réalités du marché. Sur le locatif social, il y a une absence de mobilité des locataires du parc social qui n'arrivent plus à la fois à se mouvoir à l'intérieur du parc social, mais aussi à aller sur le parc privé parce que c'est trop cher, ou à accéder à la propriété parce que c'est également trop cher. Et au sein même du marché locatif privé, les gens bougent plus parce qu'on a une réglementation qui date du début des années 90 et qui dit qu'en gros, quand vous avez un bail en cours, votre loyer, il bouge pas trop. Par contre, si vous bougez, vous allez accuser une hausse de loyer qui est très importante. À Paris, c'est de l'ordre de 40% pour un logement similaire. Et donc, on voit que pour toutes ces raisons, les gens arrêtent de bouger.
Or, c'est quand les gens bougent qu'on libère le plus de logements. C'est la mobilité résidentielle qui fournit le plus de logements chaque année. Et donc, il faut s'attaquer à comment on fait pour fluidifier, non pas le marché du logement, mais la mobilité résidentielle. Et alors, est-ce que cela passe par le fait de construire plus de logements intermédiaires qui pourraient constituer une solution en libérant des logements plus modestes? C'est quelque chose qui avait été créé en 2014. Ce sont des logements qui sont en fait à mi-chemin entre les habitations à loyer modéré et celles du marché libre. Il y a effectivement aujourd'hui une action vigoureuse, notamment de la part des filiales d'Action Logement, mais aussi de la Caisse des dépôts, pour produire du logement intermédiaire, surtout en région parisienne, où c'est un vrai produit qui manque dans l'offre entre le parc privé et le logement social. Et là, il y a des plans très ambitieux, il y a les moyens qui sont mis, et je pense que c'est vraiment des mesures très positives. Et après, comme le disait Pierre Madec, on est totalement sorti d'un schéma qui était suivi jusque dans les années 70, où le logement social était un passage dans la vie d'une famille. Aujourd'hui, les parcours sont stoppés, les taux de rotation sont faibles. En moyenne, en France, c'est 8 à 9% de rotation dans le parc social. À Paris, c'est 4,2% de rotation dans le parc social. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un logement social à Paris, vous restez dedans en moyenne 25 ans. Et on n'en sort pas pour les raisons qui ont été exposées et qui sont encore plus compliquées à Paris, vu les écarts qui vont du simple au triple ou du simple au quadruple entre les loyers du parc social et les loyers du parc privé. Alors la loi Elan propose ce choc de l'offre, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a environ 87 000 habitations qui deviennent vacantes chaque année, selon une étude de l'INSEE qui a été publiée en juin dernier. C'est 6 fois plus que dans les années 90. Alors est-ce qu'il ne faut pas déjà faire face à ce problème, Pierre Madec, avant de construire de nouveaux logements? Alors, Pierre Madec, Richard Lieugier. Voilà. Bien sûr. Alors, je voulais dire aussi une chose, c'est que la loi Elan va permettre le blocage des loyers. L'encadrement, pardon, oui, excusez-moi, l'expression est mauvaise. L'encadrement des loyers est effectivement remis au goût du jour à l'intérieur de la loi pour effectivement pallier un certain nombre de choses. Oui, bien sûr, mais il appartient aussi aux maires, et là, je crois que c'est important de faire des taxes sur les logements vacants. Moi, j'ai été adjoint à l'urbanisme pendant 10 ans d'une ville qui s'appelle Metz. On a mis en place des taxes assez importantes sur les logements vacants. Malheureusement, on constate que ça ne suffit pas parce que certains nombres de propriétaires préfèrent avoir un logement vacant plutôt que être, pour eux, dans leur esprit, embêtés avec le risque qu'un locataire ne paye pas. Bon, je voudrais dire aussi qu'il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Visal qui, pour les moins de 35 ans, maintenant que c'est assez largement étendu, permet des garanties aux bailleurs dans tous les sens pour payer pendant presque 2 ans les loyers impayés qui pourraient résulter d'un locataire indélicat. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà. Le ministre de Normandie le dit assez souvent. Je crois qu'il faut qu'on ait aussi un certain nombre de publicité en direction d'un certain nombre des personnes qui sont les acteurs de ce milieu. Ajouter en complément qu'il y a effectivement il y a la question des logements vacants, mais aussi, par exemple, dans une ville comme Paris, il y a 100 000 résidences secondaires dans les logements et qui sont occupées qui sont plutôt des pieds-à-terre. Donc là aussi, il y a des questions de fiscalité associées à ces logements. Et puis il y a aussi l'explosion dans de nombreuses villes européennes, dont Paris, sur la question des Airbnb, des locations touristiques, et qui dérégulent fortement les marchés locaux de l'immobilier, sans compter aussi ce qu'ils impliquent de changements dans la vie des quartiers, disparition des commerces de proximité, etc. Et alors cette question de créer de nouveaux logements neufs pose aussi la question des espaces libres pour la construction dans les grandes métropoles. Est-ce que c'est plus une question finalement de plan local d'urbanisme et de décision politique locale que de manque de foncier, Pierre Madec ? Alors, il y a des zones comme Paris où Paris est l'une des villes les plus denses du monde, donc c'est assez compliqué de dire on va construire massivement du logement à Paris. Et en plus, il y a un certain nombre d'agglomérations qui sont comme Paris, entourées de quelque chose qui s'appelle le périphérique à Paris pour le coup, et c'est assez compliqué de construire et de produire du logement à Paris. Mais compte tenu des niveaux de prix, si on reste sur Paris, par exemple, ce que montre un certain nombre d'études, c'est que avec le même stock de logements, même sans forcément produire plus, on a une population qui baisse à Paris. Compte tenu des prix immobiliers et malgré l'attractivité, on a quand même un nombre de ménages qui se réduit, parce qu'on a des familles notamment qui s'en vont.
Mais c'est pas tant un problème de stock, puisqu'on arrive à produire du logement et notamment du logement social à Paris. C'est un problème de composition du parc. On a un marché locatif privé qui a tendance à se réduire sous l'effet à la fois de Airbnb, sous l'effet aussi de transformation d'un certain nombre de logements privés en logements sociaux, sous l'effet que les gens, quand ils achètent à Paris, au lieu de le mettre en location avec des taux de rendement qui sont relativement faibles, ils préfèrent habiter le logement ou alors en effet le laisser vacant. Et donc c'est plus un problème de ventilation du stock de logements et de comment on fait pour mieux répartir les logements et mieux faire correspondre les logements à la population plutôt que construire pour construire. Et alors justement, on voit qu'il y a des disparités très importantes entre les différentes régions, entre les différentes villes. Est-ce qu'il ne faudrait pas régionaliser cette politique du logement pour l'adapter davantage aux spécificités de chaque territoire? Richard Liogier? Oui, c'est une des possibilités qui effectivement a été abordée au cours des discussions assez nombreuses qu'on a eues autour de la loi Elan, notamment sur les dispositifs Pinel, ce qu'on appelle le zonage. Il y a effectivement des possibilités. Je pense que plus on est proche du terrain et plus on est effectivement réactif, ça serait une bonne chose. Sur Paris, je pense que on a voté aussi la loi sur les Jeux Olympiques qui devrait permettre de reconvertir extrêmement rapidement l'ensemble des installations, notamment des logements pour les futurs sportifs, enfin pour les sportifs, de manière assez facile. Et j'espère que ça bénéficiera aux Parisiens. Et évidemment, il faut raisonner pas simplement sur Paris intramuros, mais largement sur l'ensemble de la capitale. Stéphane Dauphin puis Pierre Madec sur cette idée de régionaliser la politique du logement. En tout cas, la politique du logement, la réflexion et le niveau adéquat, c'est effectivement au niveau des bassins de vie. C'est pas toujours le cas, notamment en Ile-de-France. Et là, je parle pas spécifiquement de la question de Paris. Après, il y a d'autres éléments aussi qui ont été mis sur au débat dans le cadre de la loi Elan, et je trouve ce qui était plutôt intéressant, notamment petite alerte auprès des bailleurs sociaux qui, pour certains, continuaient à produire du logement dans les zones détendues, ce qui était quand même plutôt un non-sens, que la construction de logements neufs dans les zones détendues créant elle-même de la vacance en des logements plus anciens, pour le coup, qui devenaient totalement obsolètes. Il y a cette idée de l'intercommunalité qu'il faudrait pousser davantage, Pierre Madec. On sait que l'échelle géographique de la politique du logement, c'est un vrai sujet. Sur les 45 milliards à peu près, maintenant 40, de la politique du logement, il y en a plus de la moitié qui sont basés sur, vous l'avez dit, ce qu'on appelle le zonage de la politique du logement. On a découpé le territoire en 5 zones. Quand on s'intéresse un petit peu à ces zones, on voit qu'elles n'ont économiquement ou socialement aucun sens. C'est-à-dire que vous avez des communes qui potentiellement peuvent toucher la même aide publique alors qu'elles sont dans des situations de logement très différentes, et à contrario, vous avez des communes qui se ressemblent beaucoup et qui sont dans des zones différentes. Ce zonage-là résulte d'un certain nombre d'arbitrages, le plus souvent politiques qu'économiques, et on se retrouve du coup avec 22 milliards qui sont censés être fléchés mais qui ne le sont pas du tout, et donc remettre à plat la politique du logement, non pas dans l'objectif de faire des économies budgétaires, mais de mieux aller les moyens, c'est essentiel. Après, le danger de la régionalisation, ou alors de dire la politique du logement se décide plus au niveau de l'État, mais à un niveau local plus fin, c'est d'abord à quelle échelle on fixe ça. Est-ce que c'est l'intercommunalité? Mais on voit bien que à Paris, par exemple, ça n'a pas de sens. La commune n'a pas de sens à Paris. C'est-à-dire que la loi SRU qui impose un certain nombre de quotas de logements sociaux, on voit bien qu'à Paris, elle trouve toutes ses limites, puisqu'il y a 3/4 des logements sociaux qui sont concentrés dans 3 arrondissements parisiens. Donc l'objectif de mixité sociale de la loi SRU, à Paris, mais c'est pareil à Lyon ou à Marseille, n'a plus grand sens. Donc il faut trouver la bonne échelle, et puis il ne faut pas que la régionalisation de la politique du logement se transforme en désengagement total de l'État, et le jour où on a envie de faire des économies sur les collectivités locales, on se retrouve au final à faire des économies sur la politique du logement. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini. Come
yesterday. It's gone away, so I remember all of that hurt and pain. Let me go on alone, because this house just ain't my home. I said, this house, baby, it just, oh, it ain't my home. Oh no, this ain't my home. C'était The House Just Ain't My Home de Sadie Johnson, et nous sommes toujours avec Stéphane Dauphin, Richard Liogier et Pierre Madec pour parler des nouveaux défis du logement. Alors la loi Elan prévoit également de faciliter et d'accélérer la vente de logements sociaux. Alors pourquoi l'État pousse ainsi, Richard Liogier, les bailleurs sociaux à vendre davantage et à mettre en vente ce parc social? Alors on demande aux bailleurs sociaux de vendre 1% de leur possession, d'une certaine manière. Effectivement, ce qui est assez peu, mais c'est dans un contexte beaucoup plus large. On en parlait un petit peu en off. Il est tout à fait clair que le modèle qui est suivi par le gouvernement et qui a été effectivement avalisé par le Parlement, c'est de passer de l'aide à la personne à l'aide à la pierre. Alors c'est un petit peu compliqué. Avec l'idée que l'aide à la personne entraîne une inflation des loyers. Voilà, mais et même que effectivement on va aider fortement. Effectivement, il faut décorréler le fait que c'est quand même assez absurde de passer par les personnes qui payent ensuite leur loyer auprès des bailleurs sociaux, donc d'aider ces personnes avec les APL par exemple pour payer en fait les bailleurs sociaux pour que eux puissent construire. Et j'en reviens à ma question, pourquoi pousser les bailleurs sociaux à vendre une partie, même si c'est que 1% du parc social? Parce que c'est une des manières aussi, effectivement, en vendant un, on peut en construire 2 voire 3, peut-être plus dans certaines zones, de effectivement reconstituer un petit peu leur offre et de continuer à construire. On est malheureusement, je dirais, dans une économie aujourd'hui qui est un petit peu compliquée pour tout le monde. Sur cette orientation du gouvernement qui passe de l'aide à la personne à l'aide à la pierre, Pierre Madec. Il faut juste rappeler un tout petit peu la chronologie. Pourquoi on fixe comme objectif 40 000 ventes? Parce qu'on a pris beaucoup d'argent aux bailleurs sociaux et qu'on leur a dit en contrepartie, vous allez vendre pour reconstituer un certain nombre de fonds. Sur cette opposition aide à la pierre, aide à la personne, y a beaucoup de gens qui défendent ça, qui disent avant on n'avait que des aides à la pierre. On a fait une erreur en se mettant à solvabiliser les ménages modestes à payer leur loyer, donc il faut revenir là-dessus. Il ne faut pas tout mélanger. Les aides à la personne, ça sert à solvabiliser au mois le mois un certain nombre de ménages qui ne sont pas en capacité de payer leur loyer. Les aides à la pierre que vous décidez aujourd'hui, c'est pour construire des logements dans 5-6 ans et des logements pour 40 ans. On n'est pas du tout sur la même temporalité, et donc on ne peut pas d'un côté dire on va solvabiliser des ménages, en baissant, je donne un exemple au hasard, de 5 € les APL à l'été 2017. En même temps, on a demandé aux bailleurs sociaux de baisser aussi leur loyer. Non, alors pas sur la baisse de 5 €. Ça, c'est la réduction de loyer de solidarité où les deux vont de pair. Mais sur la baisse de 5 €, c'est bien les ménages qui l'ont subi. Mais donc, on peut pas opposer les deux de par cette différence de temporalité. Et en plus, juste noter que ce que dit la littérature économique sur ce qu'on appelle les aides à la pierre, c'est-à-dire toutes les aides qui servent à produire du logement, que ce soit du logement privé ou du logement social, parce qu'il faut savoir qu'on aide aussi massivement un peu plus de 2 milliards d'euros par an à construire du logement privé. Ça s'appelle le Pinel, ça s'appelait le Cellier avant, et on sait que ça fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, ce que montre la littérature économique, c'est qu'une grande partie des aides à la pierre ont un effet inflationniste sur les prix immobiliers. On parle souvent de l'effet inflationniste des APL sur les loyers. Qui n'est pas prouvé non plus, enfin c'est un vieux débat. Qui est prouvé, mais à une période bien spécifique de l'histoire, mais en tout cas, sur les prix, on sait que les aides publiques, globalement, elles ont un effet inflationniste. C'est assez logique, quand vous aidez à payer le prix de marché, le prix de marché a tendance à s'emballer un petit peu. Pierre Madec évoquait cet effort financier important qui a été demandé aux bailleurs sociaux dans le cadre de la loi Elan. Est-ce que il n'y a pas un risque, Stéphane Dauphin, de ralentir, et que ça entraîne un ralentissement de l'investissement, sachant que selon le chercheur Jean-Claude Drian, on assiste globalement à un recul des subventions de l'État aux bailleurs sociaux depuis le début des années 2000. Moi je voudrais juste, avant de répondre à votre question, revenir sur la question du vente du patrimoine des bailleurs sociaux. On nous dit 1% c'est peu. En fait, je voudrais rappeler que quelle que soit la région de France où on est, pour réussir à vendre un logement, il faut en mettre 10 sur le marché. Donc vendre 1% du parc de
logements sociaux par an, ça veut dire qu'il faut mettre 400 000 logements sociaux en vente pour réussir à en vendre 40 000. Et autant vous dire que quand on met en vente un immeuble de logement social, ça secoue un peu les locataires en place, parce que ça crée de l'incertitude, ça crée un peu de peur, même s'il y a évidemment beaucoup de garanties, mais c'est en tout cas un devoir d'explication qui est important. Et vendre 40 000 logements sociaux, aujourd'hui on en vend 8 000, mais on n'en vend pas 8 000 parce qu'on ne veut pas en vendre plus, mais c'est difficile de vendre des logements aux locataires, ça l'est moins quand on vend du parc pavillonnaire, quand on est en zone détendue, mais après il ne faut pas se leurrer, il y a des taux d'effort qui sont importants, les locataires du parc social sont plutôt d'origine modeste, et c'est souvent des montages financiers d'emprunt qui se jouent à quelques dizaines d'euros près. Donc il n'y a pas tant que ça de locataires du parc social qui peuvent acheter leur logement. Et sur cet effort financier important et ce risque sur l'investissement? Alors le risque sur l'investissement, il est patent, parce que quand on enlève 1,5 milliard par an aux bailleurs sociaux de fonds propres, c'est de l'argent en moins qui est réinvesti sur le patrimoine. On est dans un modèle vertueux, on rémunère pas des actionnaires. L'argent qui est dégagé de notre activité, il est réinvesti dans l'entretien du parc, dans la maintenance, dans la réhabilitation, dans la construction. Donc moins de moyens, c'est forcément moins de logements construits. D'ailleurs, on le voit, sur Paris, l'année dernière, les chiffres des agréments ont baissé. Ils vont encore en 2017, ils vont encore baisser en 2018. Parce qu'il y a aussi des incertitudes, il y a des projets à recaler. Il peut y avoir aussi le contexte des élections municipales qui stoppe un peu de projets, mais clairement, aujourd'hui, le modèle tel qu'il était, il est fragilisé. Il est d'autant plus fragilisé que la RLS, elle introduit beaucoup d'incertitudes sur nos modèles, parce que on est quand même dans c'est la réduction de loyer de solidarité qui vient compenser pour les locataires leur baisse des APL, mais en tout cas, nous, on emprunte, quand on construit un immeuble, on emprunte sur 40 ans avec des modèles très étirés, avec de la subvention, avec des prêts de la Caisse des dépôts, des prêts d'Action Logement, et ça se joue à quelques dizaines d'euros près. C'est des choses qui sont très huilées, comme une partition de musique. Et si on vient bouger les variables, forcément, ça déséquilibre le modèle. Et pour le coup, la RLS entraîne beaucoup de manque de visibilité, sans savoir d'ailleurs ce qui va se passer même après 2020 pour nous. On ne sait pas ce qui va se passer après 2020 aujourd'hui. Alors Action Logement, qui est le plus gros bailleur social de France, il regroupe à peu près 65 bailleurs, ça représente 20% du parc social, a annoncé hier un plan de 9 milliards d'euros, des fonds sous forme de prêts et de subventions qui devraient être distribués aux salariés et aux sociétés de HLM. Alors quel regard posez-vous les uns et les autres sur cette initiative? Est-ce qu'elle s'inscrit dans la continuité d'un certain désengagement de l'État vis-à-vis des logements sociaux? C'est ce qu'on a pu entendre ça et là, Pierre Madec. Déjà, c'est une bonne nouvelle, quand même. On peut se féliciter du fait que le gouvernement fait un certain nombre d'économies budgétaires sur le secteur du logement. C'est quand même, on peut pas dire que c'est pas une bonne nouvelle quand un acteur qui est Action Logement, qui est un acteur important du logement en France, dit on va injecter 9 milliards sur 4 ans dans le logement. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rentrer un peu dans le détail des mesures qui sont proposées. Il y en a beaucoup. Il y a des mesures qui visent à construire des logements neufs. Donc on pourrait dire, c'est bien, il faut investir sur le logement neuf et en effet construire. Après, on n'a pas non plus un niveau de détail très fin pour savoir comment on va faire pour justement libérer du foncier et construire là où on en a vraiment besoin. Quels sont les objectifs? Combien de logements? Pour qui? Est-ce que c'est uniquement pour les salariés? Dans ce cas, ça pose un certain nombre de questions. Ou est-ce que c'est pour l'ensemble de la population? Il y a encore certaines incertitudes. On parlait tout à l'heure de la mobilité résidentielle. Il y a une mesure qui dit on va donner 1 000 euros à chaque salarié pour qu'il se rapproche de son lieu de travail. Ça, c'est pareil. On aide la mobilité résidentielle. Donc, on peut pas dire la mobilité résidentielle est un problème et c'est pas bien quand on aide la mobilité résidentielle. Après, c'est pas en donnant 1 000 euros à des salariés pour qu'ils se rapprochent de leur lieu de travail qu'ils vont être en capacité de payer le loyer de la zone tendue dans laquelle ils travaillent non plus. Donc, c'est une aide, mais ça résout pas tout. C'est une bonne nouvelle, mais on peut pas non plus dire c'est une bonne nouvelle qui annule totalement toutes les autres mauvaises nouvelles qui ont été prises d'un point de vue budgétaire avant. Il y a toute une série de mesures sur lesquelles j'aimerais vous entendre, Richard Liugier, notamment celle qui concerne la réhabilitation thermique. Il y aurait une subvention de 20 000 euros maximum pour les salariés les plus modestes pour réaliser ces travaux qui seraient prévus par Action Logement. Et puis c'était l'une des revendications des Gilets jaunes, car on sait qu'évidemment l'isolation thermique, ça peut représenter des économies considérables.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est le facteur, je dirais, environnemental. On le voit bien aujourd'hui, et la préoccupation des Français aussi, hein, même si c'est un petit peu compliqué avec les problèmes économiques qu'on suit. Je voulais dire aussi que par rapport aux bailleurs sociaux, pour reprendre cette discussion qui est quand même très très importante, on a demandé à la Caisse des dépôts et à Action Logement de faire des prêts de haut de bilan, c'est-à-dire des prêts qui sont très étalés. Vous en parliez tout à l'heure. Je crois que c'est très important. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on passe d'un modèle à un autre, il y a effectivement un petit peu une tension. Et on peut comprendre effectivement les difficultés des uns et des autres par rapport à ça. Mais on a demandé aussi aux bailleurs sociaux de pouvoir se regrouper. On les a incités à faire des regroupements, notamment locaux, pour ne pas se faire concurrence. Moi, je pourrais vous donner plein d'exemples de concurrence entre les bailleurs sociaux qui font monter, par exemple, le prix d'immeubles qui vendent sur le marché et qui ne vont pas dans le sens, effectivement, d'une meilleure optimisation. Il faut redire ça parce que ce que Action Logement propose aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelait avant le 1% logement, c'est une taxe. C'est quelque part, c'est un impôt qui est géré de manière paritaire, parce que effectivement, Action Logement est un organisme paritaire. Mais quand on dit faut arrêter avec les taxes, etc., là, on a l'exemple de quelque chose qui est effectivement géré de manière paritaire. Donc, on peut dire c'est un organisme privé, mais ça reste une taxe sur les salaires. Alors la nouveauté, c'est tout de même qu'il y a une partie de cet argent qui va être emprunté sur les marchés financiers. Est-ce qu'on se dirige vers une financiarisation du logement social? Vous parliez d'un changement de modèle. Plus globalement, est-ce qu'on va vraiment vers un changement de modèle économique, Pierre Madel, dans le milieu du logement social? Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a en effet ce financement un peu nouveau d'Action Logement. Alors si je me trompe pas, il y a déjà des bailleurs qui, sur certaines opérations un peu spécifiques, peuvent faire appel au marché, ça existe. Là, on est de façon aussi massive. On est sur des montants qui en effet sont massifs. Il faut lier ça avec, une fois de plus, hein, les décisions, les discours qui peuvent être tenus à côté, c'est-à-dire quelle est la place du logement social en France? C'est une vraie question. Enfin, moi personnellement, j'ai pas la réponse, mais j'ai pas l'impression que le gouvernement ait apporté une réponse claire là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le logement social, est-ce qu'un logement social construit, c'est un bien public, ou est-ce que c'est un bien privé qui a vocation à être valorisé comme tous les autres et donc à être revendu comme tous les autres au prix de marché ou un peu en dessous? C'est une vraie question. Jusqu'à maintenant, un logement social, quand c'était construit, c'était pas valorisé parce que c'était financé avec de l'argent public et donc il avait vocation à rester un logement social. Aujourd'hui, on dit ah oui, mais non, en fait, il faut le valoriser, il faut le vendre, il faut voilà, l'équilibre financier est en train de changer. On essaye de plus asseoir le financement du modèle social français sur le livret A, sur une certaine forme de mutualisation, de coopération d'un certain nombre d'acteurs. C'est très compliqué, hein, la Caisse des dépôts, le livret A. Enfin, on a un modèle du logement social qui est très compliqué, mais qui historiquement fonctionne. Peut-être expliquer pour les auditeurs que la Caisse des dépôts s'appuie sur le livret A. Et la Caisse des dépôts centralise un certain nombre de fonds, 65% de l'encours du livret A, pour faire des prêts après aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent financer un certain nombre de logements. Donc on est dans un système un peu complexe, mais qui fonctionne, qui a permis de résister à la crise économique. C'est quand même important de le rappeler aussi, ce qui n'était pas le cas dans un certain nombre d'autres pays. Et on est dans un système où même la Commission européenne dit le modèle du logement social à la française, c'est un bon modèle et il faut potentiellement s'en inspirer de par sa stabilité. Si on annonce un changement de modèle, pourquoi pas? Mais dans ce cas, il faut être clair en disant c'est quoi le nouveau modèle? Est-ce que c'est un modèle qui loge uniquement les ménages les plus modestes, où les bailleurs vont s'endetter sur les marchés financiers? Il faut le dire clairement. Stéphane Dauphin, est-ce qu'il faut un changement de modèle et à quelles difficultés est-ce que cela risque qu'est-ce que difficultés ça risque de poser à un certain nombre de bailleurs sociaux? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que il y a des inégalités, des disparités très importantes entre les différents organismes HLM. Oui, effectivement, il y a de grandes disparités entre les organismes HLM et c'est d'autant plus, ça a été vécu d'autant plus de manière injuste que dans la réforme de la précédente loi de finances, la baisse des ressources et la RLS était faite en fonction du nombre de locataires APLisés. Donc, beaucoup de bailleurs sociaux qui logent les populations les plus modestes ont eu l'impression en plus de subir une double peine, si je peux m'exprimer ainsi, en étant encore plus pénalisés de par le fait que historiquement c'est eux qui accueillaient les populations les plus sociales en leur parc. Après, ce qui est sûr, c'est que le modèle il doit s'adapter là. Moi, je pense aussi que le modèle il devait évoluer et il a évolué régulièrement depuis 40 ans et on pouvait légitimement s'interroger sur la présence de nombreux acteurs sur les territoires.
quelquefois en concurrence comme ça a été dit, mais aussi probablement aussi avec des doublons en termes de frais de fonctionnement, avec des enjeux de mutualisation forts. Oui, aujourd'hui probablement donc le regroupement des bailleurs sociaux, ça peut être une bonne solution. En tout cas, il y avait franchement beaucoup de petits acteurs, soit qui n'avaient pas les moyens de faire, soit qui étaient un peu assis sur une rente des situations et qui de toute façon ne faisaient plus et faisaient de la trésorerie. Donc là, il fallait vraiment... Un gros acteur qui parle. Et là, il fallait vraiment agir. Voilà, et je pense que au moins sur ces sujets-là, les réformes allaient dans le bon sens. Après, le modèle, il secoue énormément financièrement, il met dans de l'incertitude beaucoup d'opérateurs, notamment des offices publics. Il y a des questions de regroupement qui derrière en plus entraînent des questions politiques qui sont pas simples à régler un an avant les municipales. Donc voilà, le mouvement est secoué. Donc ça explique aussi qu'il y a des projets qui soient retardés, qu'il y a des incertitudes qui pèsent sur les programmations. Et le choc de l'offre, c'est pas pour maintenant. La production baisse et je pense que le temps que le modèle se stabilise un petit peu, on va laisser passer 2-3 années, je pense. Pour les quelques minutes qui nous restent dans cette émission, je voudrais qu'on revienne aux propos tout à l'heure du secrétaire général de la Fondation Abbé Pierre et à la question du mal logement. Ce mercredi, 4 associations de lutte contre le mal logement, dont la Fondation Abbé Pierre, ont lancé un appel commun à destination de l'État et des collectivités. Elles demandent notamment 60 000 logements rénovés par an à minima contre 15 000 aujourd'hui, mais également le retour de l'allocation logement accession qui a été supprimée dans la loi de finances 2018 et qui permettait de financer des travaux de rénovation. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions et de ces demandes, Richard Lieugier ? Non, mais évidemment, je veux dire, si on était dans une économie prospère, on aurait presque envie de dire qu'on est d'accord. Les difficultés aujourd'hui, elles sont effectivement très importantes. Et encore, on n'a pas parlé des réfugiés, on n'a pas parlé des SDF, on n'a pas parlé de toutes les personnes qui aujourd'hui ont encore plus de mal. On essaye, je dirais, depuis 1 an et demi de travailler sur ce sujet. Je crois que ça demande un peu de temps. Malheureusement, c'est pas aussi rapide. La Fondation Abbé Pierre est régulièrement reçue. Moi, j'ai dû l'auditionner 3 fois pendant l'audition. On va essayer effectivement de répondre à un certain nombre de choses. Et bon, je pense qu'on faisait aussi référence, on n'en a pas parlé ici, mais il me semble important d'en dire un mot, sur l'accession sociale. L'accession sociale, moi j'ai constaté localement un peu de timidité des bailleurs sociaux. Alors peut-être pas tous, mais à s'engager sur l'accession sociale, parce que c'est pas facile, mais on va pas m'expliquer que quelqu'un qui paye un loyer pendant 30 ans ou 35 ans dans un organisme HLM ne peut pas, si l'organisme HLM fait un peu d'effort, l'accompagne, devenir propriétaire de son logement, avec quasiment le même loyer. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire dans pas mal de domaines, on en a bien conscience. L'un des enjeux, c'est peut-être de faire en sorte que les réponses aux situations de logement insalubre soient plus rapides pour éviter des drames comme celui de Marseille. Et là, peut-être que c'est la multiplicité des acteurs qui est un frein, Pierre Madec. Il y a en effet un problème sur la multiplicité des acteurs. Il y a aussi, il faut le dire, à mon avis, un problème de volonté politique sur un certain nombre de territoires. On entend souvent, on n'a pas les moyens. Bon. Si on fait un petit calcul tout simple, c'est un chiffre qui est intéressant à connaître quand même. La valorisation excessive du foncier, ce qu'on a tendance à appeler la bulle immobilière en France, en réalité, c'est une bulle foncière plutôt. Si on prend tout en agrégé, France entière, la bulle foncière, c'est 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros qui ont été captés par les 60% de propriétaires. Donc, les moyens, on les a. C'est juste qu'on n'a pas les outils fiscaux, notamment, pour faire payer ceux qui devraient payer, qui n'ont rien demandé à personne. Quand vous construisez une ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, les propriétaires bordelais, ils n'ont pas demandé à ce que leur prix immobilier double. Les gares du Grand Paris, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, il y a une décision publique et de l'autre côté, il y a l'enrichissement d'un acteur privé. On pourrait, sans être forcément un gauchiste ou traité de gauchiste en tout cas, on pourrait vouloir capter une partie de cette rente, 2000 milliards d'euros. Je pense que si on arrive à capter une partie des 2000 milliards d'euros correctement avec des outils fiscaux, certains existent comme la taxe foncière, on pourrait se dégager un certain nombre de moyens pour rénover des logements et arrêter de faire loger des gens dans des conditions d'indécence en France en 2019. Alors en tout cas, Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, dit regretter l'insuffisance des mesures, mais il salue quand même les actions envers les marchands de sommeil prévues par la loi Elan. Il y a eu un gros travail qui a été fait en ce sens, Richard Lieugier. Tout à fait. On a y compris travaillé avec Stéphane Peu, le député communiste, qui avait proposé une PPL qui était, à notre avis, pas tout à fait aboutie, mais on a travaillé ensemble sur ces questions qui sont effectivement très très importantes, et on a vraiment été très loin dans la pénalisation
régulation des marchands de sommeil. Ça passe par des sanctions financières plus importantes. Oui, et y compris d'ailleurs l'appréhension du patrimoine des personnes qui sont quasiment des gros délinquants. Pierre Madec, et on arrive presque au terme de cette émission. Juste pour dire un mot sur les marchands de sommeil, il faut en effet se féliciter que ce type d'acteurs soit fortement pénalisé. Après, il faut se rappeler pourquoi les gens sont logés par des marchands de sommeil. Ils sont logés par des marchands de sommeil parce que le marché social ou privé n'est pas en capacité de les loger, tout simplement. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette discussion. Merci d'y avoir participé. Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat, Richard Liogier, député de la République En Marche de la Moselle, co-rapporteur de la loi Elan, et Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Je rappelle votre livre coécrit avec Jean-Claude Drian, Les crises du logement, paru cette année aux Presses universitaires de France. Un grand merci. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny. Il est 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et c'est une bibliothèque en forme d'hommage que nous vous proposons aujourd'hui. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, 11 personnes étaient assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo, parmi lesquelles l'économiste et chroniqueur Bernard Maris. C'est le tome 1 de son anti-manuel d'économie, publié en 2003, que nous avons choisi de placer dans notre bibliothèque pour ce premier épisode de l'année 2019. Bonjour Daniel Lang. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en économie à l'université Paris 13, spécialiste de l'économie du travail et membre des économistes atterrés. Anti-manuel d'économie, voilà un titre qui résume bien la défiance de Bernard Maris à l'égard des économistes, et cela même s'il en était un lui-même. Oui, en effet, ça résume sa défiance, mais en même temps, Bernard Maris, dans une certaine mesure, avait une défiance vis-à-vis de l'économie dominante, mais il essayait de développer d'autres approches, et en particulier une approche qui m'est particulièrement chère, qui est l'approche de Keynes. Donc l'approche hétérodoxe, oui, et en l'occurrence, l'une des approches hétérodoxes. Il parle des économistes comme des grands prêtres d'une pseudo-science déjà en pleine déroute. Il dit aussi que l'économie est le discours des puissants, que c'est une science religieuse. C'est une charge importante contre l'économie dominante. Oui, en effet, ces lignes n'ont pas pris une seule ride. Cet ouvrage est paru en 2003, si je ne me trompe pas, et les critiques qu'il adresse à l'économie dominante, à l'économie mainstream, sont toujours d'actualité. C'est peut-être une charge dure, mais en même temps, il nous présente aussi d'autres aspects de l'économie, en particulier les économistes classiques. Il nous parle un peu de Marx, il nous parle beaucoup de Keynes, son économiste favori. Donc ça n'est pas qu'une charge, c'est aussi un ensemble de propositions positives. Et puis ce que j'ai bien aimé dans cet ouvrage, c'est aussi qu'il nous présente un certain nombre d'extraits de textes d'auteurs qui vont de Montesquieu à Houellebecq, en passant par Jean-Marie Haribey, John Kenneth Galbraith, etc. Des auteurs que j'ai été amené à fréquenter par la suite. Alors, faut-il rire des économistes ? C'est la question que Bernard Maris pose d'emblée en introduction de son livre. Et en effet, c'est avec beaucoup d'humour qu'il convoque tour à tour des économistes classiques, des philosophes, des romanciers, pour répondre à la question centrale de l'économie, selon lui, qui est celle du partage de la richesse. Finalement, c'est un manuel ou un anti-manuel qui est particulièrement pédagogique, que l'on peut facilement conseiller. En effet, c'est un anti-manuel qui est accessible à des personnes qui n'y connaissent rien à l'économie. Et Bernard Maris, justement, se moque des économistes dominants qui se présentent comme des gens extrêmement sérieux, qui emploient un langage, y compris un langage formalisé, souvent incompréhensible du commun des mortels, pour enfoncer des portes ouvertes. Donc, à mon avis, c'est à mettre entre toutes les mains. L'une des premières théories qu'il cherche à battre en brèche dans cet ouvrage, c'est cette idée chère aux économistes néoclassiques, selon laquelle les êtres humains sont des êtres rationnels. Au contraire, dit-il, il n'y a pas plus irrationnel que l'homme. Et pourtant, malgré toute une série de remises en cause, la théorie de l'homo economicus a la vie dure. Elle a la vie dure, même si Jean Tirole, le prix Nobel d'économie récent, nous raconte aujourd'hui que l'homo economicus a vécu. Enfin, son école de pensée néoclassique ne cesse de nous décliner cet homo economicus hyper rationnel, qui sait tout, qui calcule parfaitement, etc. Et Bernard Maris, qui avait bien lu Keynes, avait bien compris que, certes, il y a une forme de rationalité en économie. Cette rationalité est limitée, mais c'est une rationalité qui est loin d'être celle qu'on trouve dans
les modèles dominants. Dans les modèles dominants, vous avez des individus qui sont capables, par exemple, de calculer leurs revenus sur l'ensemble de leur vie. Enfin, des choses qu'on ne voit pas dans le réel. Et effectivement, il y a aujourd'hui de plus en plus d'économistes qui s'intéressent au comportement, des économistes qui, enfin, au comportement non pas abstrait, celui des manuels d'économie, la maximisation d'utilité, mais qui s'intéressent au comportement effectif des individus. Donc, de ce point de vue-là, on est une évolution positive, mais globalement, le mainstream continue de supposer qu'on a cet individu ultra rationnel, ultra intelligent, et fonde ses modèles sur cet individu qui n'existe pas. Dans cet anti-manuel d'économie, Bernard Maris dénonce aussi l'utilisation des mathématiques en économie. Les équations lestent la raison raisonnante, écrit-il. Alors, quels sont ses arguments, Dany Lang ? Alors, il critique non pas l'usage des mathématiques, parce que finalement les mathématiques en soi, c'est quelque chose de tout à fait louable. Il critique le fait qu'on utilise ces mathématiques pour cacher la pauvreté d'un certain discours. Donc en soi, à mon sens, le problème n'est pas l'usage des mathématiques en économie. J'en fais moi-même un usage assez abondant. Le problème, c'est les hypothèses qu'on met derrière les modèles mathématiques, des hypothèses souvent simplistes et qui ignorent tout simplement les avancées scientifiques, en particulier en psychologie, en neurosciences, en anthropologie. Donc c'est plutôt ça que Bernard Maris pointe du doigt. On a parfois de longues équations, des articles pleins d'équations pour nous montrer des choses absolument absurdes. Il écrit par exemple « Le réel est sale, il sent le bidonville et la souffrance, la pauvreté pour tout dire, et les équations permettent de se boucher le nez ». Et il remet également en cause un autre concept évidemment fondamental en économie, le concept de concurrence, qui est pour lui à la fois un non-sens et une croyance religieuse. La création de valeur, dit-il, n'est pas dans la concurrence, mais dans la coopération. C'est aussi en cela que Bernard Maris est un économiste hétérodoxe. Tous les hétérodoxes ne remettent pas fondamentalement en cause le marché ou la concurrence, mais la plupart des hétérodoxes pensent que le marché doit être encadré, limité, et c'est le cas particulièrement des keynésiens dont Bernard Maris se réclamait. Et je pense que le marché a des bons côtés, mais qui ressemble plus à ce que Bernard Maris décrit plutôt qu'à ce qu'on trouve dans les manuels d'économie. Dans les manuels d'économie, on a une concurrence propre qui bénéficie à tout le monde, qui est un jeu à somme positive. Bernard Maris nous décrit plus la concurrence telle qu'elle est. Elle est souvent violente, elle est souvent destructrice, elle peut avoir des bons côtés. Il faut regarder secteur par secteur. En tant que keynésien, je ne suis pas fondamentalement opposé au marché, mais je pense que le marché laissé à lui-même, quand il n'est pas encadré par des règles, quand on n'a pas un État qui est là pour intervenir, mène à des résultats désastreux, et en particulier les inégalités sociales et la violence. Et Bernard Maris remet aussi en question un certain nombre de lois dont il estime qu'elles sont des croyances, et notamment la loi de l'offre et de la demande. Il dit la loi de l'offre et de la demande, cela n'existe pas. Alors expliquez-nous cela. En effet, Bernard Maris ne croyait pas à un certain nombre de lois en économie. Je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé par les économistes hétérodoxes. Il y a des lois en physique, en économie, il y a peut-être des régularités, on peut mettre en évidence des causalités, mais la loi en tant que telle n'existe pas. Quels exemples on peut mobiliser justement pour prouver cela ? Je pense que le meilleur remède à la croyance en ces lois en économie consiste à observer le réel. Et évidemment, on a tous un accès au réel qui est partiel, qui est conditionné à notre vision du monde. Mais l'observation du réel, l'observation aussi des découvertes en biologie, en neurosciences, en psychologie, dans les sciences humaines, peut nous aider. Et puis la mobilisation de l'histoire, Bernard Maris insiste beaucoup sur la mobilisation de l'histoire et de l'anthropologie, peuvent nous aider à mieux comprendre le réel plutôt que des lois abstraites comme l'offre et la demande, effectivement, qui n'existent pas. Beaucoup de néoclassiques croient en la fameuse loi de Say, c'est-à-dire la loi de Say, il n'y a jamais de problème de surproduction. Vous avez une offre, automatiquement, ça va créer une demande en face. Or, on a très bien vu à plusieurs reprises, en particulier au moment de la crise de 29 et au moment de la crise de 2008, que ceci n'est pas vrai. Donc, l'observation du réel, l'observation de l'histoire, l'étude de la psychologie sont autrement plus importantes que l'étude de pseudo-lois en économie.
Bernard Maris dédicace son livre à tous ceux qui savourent le mot gratuité. Et son livre se termine sur un éloge de la gratuité. Une gratuité qui s'illustre selon lui dans la recherche, par exemple. Oui. En quoi la recherche pour lui, c'est un lieu de gratuité, de coopération? Eh bien, si vous menez votre recherche dans votre coin sans jamais communiquer sur les résultats de cette recherche, sans jamais partager le fruit de votre savoir, donc sans gratuité, il n'y a plus de recherche possible. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement des scientifiques pour la gratuité du savoir, parce que un certain nombre de revues ont essayé de clôturer le savoir pour rendre cet accès au savoir payant et donc profitable. Et donc il y a un vrai mouvement qui se traduit par l'open source, entre autres, et par le partage des articles contre cet accès payant et particulièrement onéreux au savoir. Dans la gratuité, il y a évidemment toutes ces actions de la vie humaine qu'on connaît tous et qui n'ont strictement rien à voir avec la rationalité économique ou en tout cas avec le calcul d'utilité ou avec l'argent. Ce que dit Bernard Maris, c'est que la logique marchande cherche à dissimuler toutes ces actions de gratuité qui existent au quotidien, mais que l'économie, dans un sens, ne veut pas voir. En effet. En effet, en tout cas, l'économie dominante ne tient absolument pas compte de toutes ces actions qui expliquent finalement que on a besoin d'institutions pour réguler les échanges économiques. On a besoin du don, on a besoin de la gratuité pour que l'économie fonctionne. Dans l'économie mainstream, vous avez cette vision très froide de la rationalité calculante qui n'est absolument pas prise en compte. Donc, et c'est même pire parce que le mainstream, et à un moment Bernard Maris pointe ça du doigt, le mainstream essaye d'expliquer tous les comportements humains par cette rationalité calculante, et ceci trouve son point culminant chez Gary Becker, qui essayait d'expliquer le mariage, le suicide et même le racisme par un calcul d'utilité égoïste. Et c'est plus cette rationalité-là que pointe Bernard Maris dans son ouvrage. Et alors Bernard Maris consacre un chapitre entier à la faillite d'Enron, emblématique selon lui du manque de transparence et de l'accaparement des profits par une petite élite. Et des deux manières dont on peut interpréter cette faillite d'Enron. Alors justement, le géant américain de l'énergie s'est effondré en quelques semaines en 2001, alors même que le modèle de l'entreprise faisait figure de cas d'école dans les écoles de commerce. Effectivement. C'est cela que Bernard Maris effectivement, et il nous dit qu'il y a deux manières de voir la chose. La première, c'est de prendre ça du point de vue de la théorie du mainstream, c'est-à-dire on nous dit qu'il n'y avait pas assez d'incitation, on nous dit que l'information n'était pas assez symétrique, etc. Il y a une autre manière de voir les choses, plus pragmatique, plus proche du réel, plus réaliste, qui consiste à dire, finalement, c'était le capitalisme des copains. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il explique dans ce chapitre ? Il explique que Enron, c'était une formidable arnaque, comme l'était l'arnaque, une arnaque de type pyramide de Ponzi. C'est-à-dire, vous connaissez cette histoire de Ponzi, on commence, on fait fortune en disant aux gens, voilà, la banque vous propose du 3%, moi je vais vous proposer du 100%. Et donc, on rembourse les deux premiers gogos qui vous prêtent 100, on les rembourse à 200. Mais évidemment, il faut trouver d'autres gogos derrière. Et quand ceux-ci s'arrêtent, les derniers gogos qui ont contribué à votre pyramide de Ponzi sont lésés. Pour conclure, Danny Lang, quel est le rôle des économistes selon Bernard Maris ? Quelle place est-ce qu'ils doivent occuper dans la société ? Alors Bernard Maris aimait bien Keynes, c'est un point commun. Et je pense que il aurait dit, et il le dit dans l'ouvrage d'ailleurs, que Keynes avait vu juste sur le rôle qui devrait être celui des économistes. Keynes pensait que le rôle de l'économie, c'était d'aider à résoudre le problème de l'économie, c'est-à-dire à assurer que tout le monde ait un emploi et des conditions d'existence dignes. Et puis ensuite, on s'occupe des choses importantes. Alors pour Keynes, c'était la culture et les bons vins. Je pense que Bernard Maris n'était pas très loin de partager cette vision des choses. Merci beaucoup, Danny Lang, de nous avoir fait découvrir l'anti-manuel d'économie de Bernard Maris. Je recommande vraiment aux auditeurs de partir à la découverte de cet ouvrage qui est à la fois très intéressant et très agréable à lire. Un grand merci.
Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une émission consacrée au service public. Quel est le prix de l'efficacité ? France Culture dédie une journée spéciale au grand débat national voulu par Emmanuel Macron et qui débutera mardi prochain. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur le site de France Culture, franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, #Entendez-vous l'écho.